Eh bien bonjour à tous, c'est Arthur, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo sur le langage C. Alors, par quoi va-t-on commencer? On veut faire du langage C, on veut écrire du code, on veut l'exécuter, on va pouvoir créer des petites applications. Et pour cela, il va falloir télécharger quelque chose, un petit outil, qui sera quand même bien pratique pour compiler notre code et pour pouvoir l'exécuter juste après. Alors, ce petit outil, il s'appelle comment? Il s'appelle GCC. Et GCC, comment est-ce qu'on le télécharge? Pour Windows, je sais pas trop comment ça marche, mais normalement sur internet vous pouvez le trouver. De toute façon, il y a plein de vidéos sur YouTube qui peuvent vous fournir la façon de faire. Sur Mac, c'est tout con, il vous suffit d'installer Xcode juste ici en bas grâce à l'App Store. Voilà, Xcode c'est l'environnement de développement pour Mac qui est disponible sur l'App Store et il vous installera plein d'outils d'informatique, notamment GCC et même G++ pour faire du C++. Mais bon, ça on verra beaucoup plus tard. Ok, et sur Linux, vous tapez dans votre ligne de commande. Donc la ligne de commande c'est quoi? C'est le terminal. Terminal sur Mac, sur Linux je sais plus comment ça s'appelle. C'est peut-être terminal aussi. Et sur Windows, ça s'appelle le CMD. Ok, donc vous prenez votre terminal. Et sur Linux, vous tapez sudo apt j'ai dit, -get install gcc. Et vous l'installera. C'est tout. Ok. Une fois que c'est fait, vous pourrez compiler votre code, donc c'est-à-dire traduire votre code, le code que vous avez écrit, en langage machine pour que celle-ci puisse le comprendre. Mais pour écrire du code, il faut avoir un petit logiciel. Bon, ça vous prenez ce que vous voulez. Les petits logiciels à la con juste pour éditer du texte, ça marche. Mais ce qu'il faut pour écrire du code, ce qui est beaucoup plus agréable, c'est un éditeur de texte avec une coloration syntaxique. Comme par exemple Sublime Text. Sublime Text, c'est ceci. On va le voir un peu en plus gros ici. Hop, voilà, Sublime Text, c'est ça. Vous pouvez le trouver sur internet très facilement, c'est un des meilleurs. Il est hyper léger et il est très agréable à l'œil. Ok, donc une fois qu'on a ça, on a tous les objets en main pour faire un programme. Alors, maintenant on va voir un peu la structure d'un programme, la structure minimum d'un programme en langage C. Alors, tout votre code sera écrit entre les deux accolades de ce qu'on appelle une fonction qui va s'appeler main. Je vous expliquerai ce que c'est une fonction dans quelques épisodes. Là pour le moment on va se contenter de l'utiliser aveuglément. Ok. Alors, quel est le bazar le plus simple qu'on peut comprendre en informatique dans un langage de programmation? Ce sont les variables. Donc on va commencer par les variables. Alors, qu'est-ce qu'une variable? C'est une petite zone en mémoire, dans la mémoire de votre ordinateur, qui situe à une certaine adresse, qui est unique. Et cette petite zone, à cette adresse-là, elle va contenir un nombre, une valeur, une donnée, si vous voulez. Parce que tout n'est que données dans un ordinateur. Ça, vous êtes d'accord avec moi. Et cette donnée sera codée en binaire. Voilà pourquoi j'ai fait les deux vidéos sur le binaire juste avant sur la chaîne. Donc si vous ne savez pas ce que c'est le binaire, je vous conseille d'aller voir, c'est bien pratique. C'est pas indispensable de le savoir pour programmer, mais c'est toujours mieux. Ok. Alors, donc en gros, concrètement, une variable, par exemple, c'est ceci. Voilà. Alors, on va décortiquer un petit peu ce que ça veut dire, ce charabia-ci. Alors, il y a plusieurs types de variables. Comme on l'a vu aussi dans les vidéos juste avant, il y a plusieurs tailles à un nombre qui peut être stocké en mémoire. Hop, je vais vous mettre les différents types de variables qu'on peut trouver. Alors oui, lorsque je fais ça, ça veut dire que tout ce qui est écrit entre le slash étoile, étoile slash, ne va pas être pris en compte par le compilateur lorsqu'il va vouloir traduire votre code. Donc vous pouvez mettre ce que vous voulez, il s'en battra totalement les couilles. Ok? Donc ici c'est juste pour écrire de petites informations, histoire de mieux s'y retrouver dans l'apprentissage de ce langage. Ok. Alors, il y a plusieurs types de variables. Il y a ce qu'on appelle la variable de type entière signée. On va l'appeler int. Je vais même faire sans les commentaires avec la coloration syntaxique. La variable de type int, que j'ai fait juste avant. On va l'appeler var. Ok, int, ça veut dire que la variable est de type entière et qu'elle est codée sur 4 octets, soit 8 bits. Donc si vous ne savez pas du tout ce que c'est le binaire et les octets ou les bits, il faut vraiment aller voir mes deux premières vidéos, ça va vous aider, du moins la dernière, parce que c'est là où on parle de bits.
Du coup, cette variable qu'on va appeler var, on l'appelle exactement comme on veut. Là, je vais l'appeler var pour qu'on s'y retrouve, pour qu'on sache bien que c'est une variable. Et on termine par un point virgule. Chaque ligne de code, chaque instruction que vous allez faire doit se terminer par un point virgule. Le point virgule va délimiter toutes les instructions. Okay. Alors, cette variable est de type entière. Entière signée. Sur 4 octets. Sur 4 octets, pardon. Faut pas que je m'embrouille. Ok. Donc vous avez ce premier type de variable. Vous avez aussi le type char. Ça, c'est sur 1 octet signé. Vous avez le type short sur 2 octets signés. Et le type long, c'est sur 8 octets signés. Et si vous voulez faire des variables non signées, vous mettez le mot-clé unsigned, unsigned devant chaque type. Hop. On va copier-coller, unsigned, unsigned et unsigned. Voilà. Donc là, on a déjà vu 8 types de variables. Les types signés et les types non signés, pour 4 types de variables différentes. Alors, pour les entiers, 4 octets, mais si vous voulez le faire en signé, vous n'êtes même pas obligé d'écrire le int. Mais pour les autres, il le faut. Ok. Alors ça, c'est tout pour le type simple des variables. Il y a aussi d'autres types de variables, par exemple le type float et le type double. Ça, ce sont les variables à virgule, qui contiennent des nombres à virgule. Float, c'est un nombre à virgule qui est stocké sur 32 bits, soit 4 octets, et double sur 8 octets. D'accord. Alors, donc comme je viens de le dire, une variable, ça peut stocker un nombre. Mais là, comme je vous ai montré tout à l'heure, la variable, il n'y a rien dedans. Donc ça veut dire que la mémoire va lui attribuer une adresse à cette variable-là. Et lui attribuer le nombre qui traînait à cette adresse-là. Okay. Maintenant, on veut lui donner un nombre à cette variable. Par exemple, on veut lui donner 10. Eh bien, on fait comme ça. On dit que la variable qui s'appelle var, qui est de type entière signée, le signé est implicite ici. On n'est même pas obligé de le noter, sinon on peut mettre signed. Oups, je ne sais plus écrire. Signed int, pour dire qu'elle est signée. Maintenant, le signed, franchement, personne ne le met vu que on n'est même pas obligé de le mettre. Int, comme ça, se dire qu'elle est déjà signée, la variable. Bien. Donc ici, on dit que var, de type entière, sur 4 octets, est égal à 10. Dans var, on va mettre 10. Du coup, à l'adresse de var en mémoire, on va lui stocker 10. Voilà ce que ça veut dire. Et du coup, imaginez pour un double, donc un nombre à virgule sur 8 octets, vous pouvez lui attribuer des nombres à virgule, comme ceci. 3.14 par exemple, pi. Voilà. Alors, on peut s'amuser à compiler notre premier programme. Par exemple, on va essayer de compiler ce programme-ci. On a créé une variable de type double, du coup à virgule, qu'on va attribuer, dont on va attribuer 3.14. Ok, la valeur de pi. Valeur très approximative. Alors oui, si vous mettez int var est égal à 3.14, dans var, il ne va pas mettre la virgule, vu que c'est un type entier, il ne peut pas être à virgule, du coup il va juste mettre 3. Ça c'est un petit détail, mais qu'il faut quand même bien savoir. Ok, alors comment est-ce qu'on va compiler ce code-là, du coup le rendre compréhensible à la machine? On va prendre notre terminal, on va aller dans notre dossier où notre petit fichier est visible. Du coup, vous voyagez dans votre terminal grâce à la commande cd, donc change directory, et vous prenez le chemin qui va vers votre dossier où il y a votre fichier, et vous l'incorporez dedans. Bon, moi, j'étais déjà dedans, personnellement. Du coup, ça ne sert à rien. Bon, comment est-ce qu'on va compiler notre code? Eh bien, c'est tout con. On veut créer une application. Ça dégage. On veut créer une application qu'on veut appeler, par exemple, application. Eh bien, on va appeler notre compilateur GCC. On va lui dire que notre exécutable, donc en mettant "-o", qui veut dire output, du coup c'est la sortie de l'opération que veut faire GCC. On veut appeler notre exécutable, donc notre application, on va l'appeler application. Application. Et on veut qu'elle se base sur quoi? Sur notre fichier main.c, là où tout notre code est. Du coup, en faisant GCC-o, le nom de l'exécutable, donc de l'application, plus le nom du fichier, et hop là, votre application est créée. Elle est ici, sous forme d'exécutable. Okay. Pour l'exécuter, soit vous double-cliquez dessus, soit vous faites //
application. Donc, soit le nom de votre application, de votre exécutable. Et puis vous entrez. Là, votre application, elle a tourné, là, elle a fait son boulot. Sauf que, vous voyez bien, il ne s'est absolument rien passé. C'est tout à fait normal. Vous ne l'avez pas vu, mais dans l'application, elle a déclaré une variable qu'elle a initialisée avec 3.14. Mais il n'y a rien qui s'est affiché parce qu'on ne lui a pas demandé d'afficher des choses. Maintenant, comment est-ce qu'on peut demander à notre programme d'afficher des choses? Eh bien, des fonctionnalités qui sont déjà faites pour vous, qui sont inclus dans un autre fichier de votre ordinateur. Et ce fichier, il s'appelle stdio.h. On peut inclure ce fichier ici grâce à un mot-clé qui s'appelle -include. Entre chevrons, vous mettez stdio.h. En faisant cette technique-là, vous pouvez utiliser une fonctionnalité d'affichage. Par exemple, la fonctionnalité d'affichage principale s'appelle printf. Hop. Et grâce à printf, vous pouvez afficher plein de choses. Alors, on va décortiquer ce bazar-là. Si vous voulez afficher quelque chose, n'importe quoi, vous utilisez printf. Printf, c'est ce qu'on appelle une fonction, un peu comme le main. D'accord? Donc le code de main, c'est tout ce qui se trouve là-dedans. Mais le code de printf a été déclaré, a été codé, printf a été codé dans stdio.h, qui est un autre fichier. Elle n'a pas été directement codée dans stdio.h, mais ça, on verra ça plus tard dans la modularité par fichier. Mais imaginez que printf se situe dans stdio.h. Et printf, c'est une fonction qui prend ce qu'on appelle un argument. Un argument, c'est quoi? Il prend un paramètre. Par exemple, ici, printf, elle prend en paramètre une chaîne de caractères. Du coup, ça peut être un petit message que vous voulez imprimer à l'écran. Par exemple, hello world. Voilà, hello world. Et du coup, printf affichera à l'écran lors de l'exécution de notre programme hello world. Mais vous voyez qu'il y a un petit truc assez bizarre, c'est quoi ça? \n. Le caractère backslash et puis un petit n. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire un retour à la ligne. C'est le caractère qui symbolise le retour à la ligne. Donc c'est le enter, un peu comme ce que je viens de faire. Et on termine l'instruction printf par un point-virgule. Que chaque instruction du programme doit se terminer par un point-virgule. Ça, il faut toujours le faire. Okay, bon, on peut essayer d'exécuter notre programme. Là, en toute logique, il devrait faire quelque chose. Alors, on reprend notre ancienne commande, gcc-o, le nom de notre exécutable et notre fichier. On l'exécute, ça fonctionne, il n'y a pas d'erreur. Parce que oui, GCC peut vous dire qu'il y a des erreurs dans votre programme, au niveau syntaxique, au niveau du langage, pas au niveau logique, mais ça on y reviendra plus tard. Alors, on va exécuter notre programme, et hop là, il se passe quelque chose. Il m'affiche bien Hello World, comme je lui ai demandé, avec un petit retour à la ligne. Alors je vais vous montrer ce que ça fait sans retour à la ligne. Vous voyez, c'est pas très agréable. Hop. On refait la même opération. Hop là. Donc là, il m'a bien affiché Hello World, mais il ne m'a pas fait de retour à la ligne. Il y a toujours la petite ligne d'introduction à la ligne de commande qui s'affiche. Du coup, il faut afficher le petit caractère pour pouvoir passer à la ligne. Bien. Mais du coup, on a toujours notre variable ici qui sert un peu à rien. Elle est là, elle ne bouge pas, elle ne s'affiche pas, rien du tout. Si vous voulez afficher une variable, par exemple une variable de type double, vous pouvez le faire grâce à printf. Alors par exemple, imaginez vous voulez afficher sa valeur. Eh bien vous envoyez un petit message à l'écran. Alors ma variable qui s'appelle var est égale à... Donc ça c'est le petit message. Vous mettez ce que vous voulez, c'est un petit message qui va s'afficher lorsque printf sera exécuté. Je veux afficher var. Maintenant en faisant comme ça va pas trop marcher. Printf, vous voyez, print en anglais ça veut dire imprimer. Et f ça veut dire format. Donc il va imprimer sous un format. Donc c'est quoi? Il y a plusieurs types de formatage dans un printf. Par exemple, si vous voulez afficher une variable de type double, vous mettez %, donc le petit %, lf, pour dire que c'est un float, comme on a vu avant. Un float c'est quoi? C'est une variable qui est codée sur 4 octets à virgule. Et le double, c'est 8 octets, du coup c'est un long float, lf. D'accord? Et là, en toute logique, il devrait nous afficher var. Mais on lui a dit le formatage, on lui a dit qu'ici, il devait afficher une variable de type double. Mais là, comme ça, elle ne s'affichera pas. D'ailleurs, notre compilateur,
il va crier. Hop, on va reprendre les mêmes. Voilà, là il dit attention, warning, il y a un formatage, mais il ne sait pas vraiment quoi afficher. D'ailleurs, si on imprime à l'écran, il vous affiche 0.00000 parce qu'il ne sait pas quoi afficher, du coup il prend une valeur par défaut. Ok. Du coup, comment est-ce qu'on peut lui dire d'afficher quelque chose? Eh bien, après votre chaîne de caractères, vous mettez une petite virgule et vous passez un deuxième argument à la fonction. Et le deuxième argument, c'est quoi? C'est var. Comme ça, var va pouvoir être interprété en float. Enfin, dans le formatage de type double. Et là, ça va marcher. Hop. Voilà. Ma variable var est égale à 3.14. Il va vous afficher jusqu'à 6 chiffres après la virgule. Sachant qu'un double est précis 16 chiffres après la virgule. Ça, faut pas l'oublier. Et un float est précis 6 chiffres après la virgule. Si vous voulez afficher beaucoup plus de chiffres, vous mettez %lf, mais entre le % et le lf, vous mettez .16, histoire d'avoir toute la précision du chiffre double, donc soit 16 chiffres après la virgule. Là, je suis en train de me rendre compte que la vidéo va être extrêmement longue. Et donc là, ma variable var est égale à 3.14 avec tous des zéros jusqu'à 16 chiffres. Et c'est possible que vous ayez une petite aberration, un petit truc comme ça. C'est des problèmes d'arrondi qu'il y a dans la machine, c'est tout à fait normal. Ok? Voilà. Donc là, on a appris comment afficher une variable de type double à l'écran. Non, il y a plusieurs types de formatage. Vous avez par exemple pour les variables de type entière, int, on va appeler g par exemple, est égal à 7. Si vous mettez lf, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, là il crie encore, il dit tu me dis d'afficher une variable de type double, mais l'argument que tu m'as donné de type int, soit de type entier sur 4 octets. Du coup, il ne sait pas afficher, du coup il affiche une valeur par défaut. Et il nous dit remplace %lf par %d. Et %d c'est quoi? C'est le formatage pour afficher une variable de type entière sur 4 octets signée. Et là ça marche, ma variable est égale à 7. Bon, par contre c'est pas ma variable var, c'est ma variable g. Mais bon, là on va l'enlever, c'est juste un affichage d'une chaîne de caractères. Ok. Et juste pour l'info, vous pouvez afficher plusieurs variables dans un même printf. Vous pouvez mettre n'importe quoi dans un printf, ça fonctionnera. Imaginez, je veux afficher ma variable double, et bien je la rajoute. Je rajoute le formatage et le nom de la variable, sachant que l'ordre du formatage est aussi l'ordre à laquelle vous mettez les variables. Ça, faut faire bien attention. Ok. Et hop, vous pouvez voir que ça fonctionne bien. Là, il y a la variable g et là il y a la variable var. Voilà. Les différents types de formatage, je les ai ici, je vais les copier-coller, hop, et je vais vous les montrer. Hop. Je vais mettre ça en commentaire, comme je vous ai montré. Ah, je ne sais plus si je vous l'ai montré tout à l'heure ou pas. Non, alors ça, lorsque vous mettez slash étoile et puis un étoile slash, tout ce qui est entre les deux symboles ne sera pas interprété par le compilateur. Le compilateur va l'effacer. Ça, c'est juste pour vous y retrouver dans votre code. Hop. Alors, il y a tous ces types de formatage là, du moins ceux que je connais, qui marchent dans un printf. Par exemple, je vous avais expliqué tout à l'heure qu'il y a le type char. Ah oui, mais je ne sais plus, j'avais fait une prise tout à l'heure qui n'avait pas marché. Je ne sais plus si je vous avais montré ça. Mais bon, là on a vu le type de variable var double pour les nombres à virgule sur 8 octets, et là pour les nombres entiers sur 4 octets. Mais il faut savoir qu'il y a aussi les nombres entiers sur 1 octet, les types char, signés, les types short sur 2 octets, toujours entiers. Et il y a les types float sur 4 octets pour les nombres à virgule. Et il y a les types longs pour les signés entiers sur 8 octets. Okay, et vous pouvez mettre devant chacun des types ici, sauf les types à virgule, un unsigned, pour dire que la variable pouvait ne pas être signée et donc ne pouvait pas avoir de valeur négative. Voilà. Hop. Du coup, vous avez plusieurs types comme cela. Je vais tous les mettre, parce que je les ai ici aussi, je vais tous les mettre ici au-dessus. Voilà. Là, c'est tous les types que vous pouvez avoir, les types qu'on appelle primitifs.
vous avez les entiers signés, les entiers non signés, et les nombres à virgule. Tous les types que vous pouvez avoir. Ça, on va effacer histoire d'y voir plus clair. Et alors, pour afficher une variable de type char, vous mettez %HHD pour le formatage du printf. Pour un type int, c'est %d. Pour un short, c'est %hd. Pour un long, c'est %ld. Pour un unsigned char, c'est %hhu. Pour un unsigned int, un entier non signé, c'est %u. Unsigned short, %hu. Unsigned long, %lu. Pour un char, mais on verra plus tard qu'un char peut aussi représenter un caractère. On va le voir juste après. Ce sera %c, mais ça on le verra après. Pour un float, c'est %f. Pour un double, c'est %lf. %p, %x, on va voir ça juste après. Ok. Donc maintenant, vous savez déclarer une variable d'un type primitif quelconque. Ok. Ensuite, alors oui, vous pouvez nommer vos variables comme vous voulez. On va prendre une variable de type int, on va l'appeler variable. Il y a plusieurs façons de décrire le nom d'une variable. Mais il faut savoir que en langage C, le langage C est sensible à la casse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous écrivez int variable comme ça et int variable comme ceci, eh bien ça va être deux variables différentes. En gros, si vous mettez des majuscules ou des minuscules ou des majuscules, le compilateur va le prendre en compte. Ce ne sera pas la même variable. Hop. Et en général, quand vous avez des variables qui tiennent sur plusieurs mots, en langage C, on fait par exemple « je suis une variable » comme ceci. On espace les mots avec une majuscule. Ça s'appelle le camel case. Donc c'est la police chameau. Dans d'autres langages, par exemple le Python, on utilisera le snake case. C'est par exemple comme ceci. Je suis une variable. Comme ceci. Ça c'est plus pour le Python. Mais vous pouvez le faire en C, ça marchera. Hein. Mais bon. Et vous ne pouvez pas faire commencer le nom de vos variables avec un chiffre. Ça ne fonctionnera pas. Vous pouvez d'ailleurs demander à GCC de le compiler. Il vous dira une erreur. Ok. Mais vous pouvez mettre des chiffres en plein milieu d'un mot. Là, il n'y a aucun souci. Même à la fin. Et là, votre compilateur, il sera tout à fait d'accord avec vous. Ok. On va l'appeler var. Et du coup, une variable, vous pouvez la déclarer comme ceci. Elle aura une valeur par défaut qui traînera en mémoire. Donc ça s'appelle déclaration d'une variable. Et lorsqu'on fait ceci, ça s'appelle une initialisation de variable. On la déclare et en même temps on lui affecte un nombre. D'accord? Ok. Alors oui, le type char, je vous avais dit tout à l'heure qu'il pouvait avoir des nombres, donc un nombre sur un octet, donc soit 8 bits, par exemple 56, ça marchera. Mais le type char permet aussi de stocker des caractères. Par exemple, vous pouvez mettre A. Et lorsque vous faites un printf, comme on l'a vu tout à l'heure, il y avait le formatage pour un char, c'était quoi? C'était %HHD. Hop, vous mettez votre variable et on va l'afficher. Là, vous attendez sûrement à ce qu'il affiche le caractère A. Ben, il affiche 65. Alors pourquoi est-ce qu'il affiche 65? C'est tout con, c'est parce que le caractère A, c'est un chiffre. Il est situé dans une table qu'on appelle table ASCII. Et dans cette table, il y a plusieurs caractères, et le caractère A majuscule, c'est le caractère à 65e position dans la table ASCII. Du coup, il est codé avec le nombre 65. C'est tout. La table ASCII, vous pouvez la trouver sur Internet. Hein. Vous tapez table ASCII dans Google Images et hop, là vous l'avez. Vous pouvez vous référer à ça. Et dans la table ASCII, vous avez le A, et puis juste après, en A66, vous avez B, C, D, E, F, avec plein d'autres caractères qui viennent après. Okay, donc c'est des caractères qui se suivent dans une table. Mais là, on veut afficher A et pas sa valeur. En faisant %HHD, vous voulez dire que vous voulez afficher la valeur d'une variable d'un seul octet. Et nous, ce qu'on veut, c'est afficher le caractère de cette variable-là. Vous voulez afficher le caractère, vous ne faites pas %HHD, mais %C. Et en faisant %C, il vous affiche bien le caractère A. Voilà.
On verra plus tard comment stocker carrément des chaînes de caractères, donc des mots, des phrases, mais ça sera beaucoup plus tard dans la formation. Ok. Donc ça c'était une petite introduction un peu à la table ASCII et aux variables de type char. Vous avez une fonction aussi qui permet d'entrer au clavier des informations, ce qu'on appelle scanf, mais ça on verra juste après. D'abord je vais passer à ce qu'on appelle les constantes. Une constante c'est quoi? Une constante par exemple, on va commencer avec la première, la plus simple. Une constante c'est ça, une constante littérale, c'est ceci. Voilà, une variable que vous entrez comme ça en dur dans votre programme. Par exemple, même dans un printf, vous pouvez même afficher des constantes. On va prendre une constante du type entière, %d. On peut prendre 365, c'est une constante entière. Elle n'est pas dans une variable, elle ne peut pas être modifiée, c'est une constante. Elle est constante. 365, vous ne pouvez pas lui affecter une valeur. Vous voyez. Une constante, par exemple, vous pouvez l'afficher. Voilà, il m'affiche bien 365. Mais bon, là, ça sert vraiment à rien. Si vous voulez afficher 365, autant le mettre directement dedans. Hop. Donc 10 est une constante que l'on attribue à var. Une constante que vous mettez dans une variable, la variable peut la modifier. Une variable n'est pas une constante. Justement, dans le nom variable, ça veut dire qu'elle peut varier. Du coup, elle n'est pas constante. Mais vous pouvez déclarer des constantes. En faisant comme ceci. Vous mettez le mot-clé const devant votre déclaration de variable, et votre variable ne pourra plus jamais être modifiée. Car oui, je ne l'ai pas encore montré, mais une variable, vu que ça peut varier, eh bien on peut la modifier. Donc on va afficher notre variable. Hop. Et je décide par exemple de mettre après que var vaut 666. Vous pouvez reprendre le nom de votre variable plus tard et lui attribuer une valeur. Vous n'êtes plus obligé de mettre un int vu qu'il est déjà déclaré. Ça sert juste à déclarer votre variable. À dire au compilateur, voilà, il va exister dans mon code une variable qui va s'appeler var, qui est de type entier, signé, et dont tu vas lui attribuer comme valeur de départ 10. Et là, vous pouvez tout aussi bien réafficher votre variable, et vous verrez qu'elle va pouvoir afficher ces deux valeurs, soit 10 et 666. Ça veut dire qu'une fois que vous lui réaffectez un nombre par après, le nombre 10 ici n'existe plus, il est remplacé par 666. C'est comme en maths. Ok. Ah oui, à savoir aussi que lorsque le compilateur va exécuter votre code, enfin lorsqu'il va traduire votre code en exécutable, il va le lire de haut en bas. Hein. Bon, ça je crois que c'est compris. Ok. Alors dans les constantes toujours, on a vu dans la vidéo d'avant, en binaire, que les nombres étaient codés en binaire dans l'ordinateur. Okay. Imaginez je veux mettre 10 dans var, mais en binaire, mais vraiment le coder directement en binaire dans mon texte, dans mon fichier. Eh bien c'est possible. Peut-être pas avec toutes les versions du compilateur. C'est possible que ça ne marche pas, mais en règle générale ça devrait marcher. Eh bien pour cela, si vous voulez coder 10 en binaire, on l'avait vu, c'était 1, 0, 1, 0, 10 en binaire. Okay. Mais là, comme c'est écrit comme ça, il va l'interpréter comme 1010. Et nous, on veut qu'il l'interprète en tant que binaire. D'ailleurs, je peux vous montrer en affichant var comme ceci. Hop. Il affiche 1010 et pas 10. Mais je veux le coder en binaire. Du coup, on fait comment? On met un 0 devant et on met un petit b. Et là, il m'affiche bien 10. Parce qu'on a codé ceci en binaire. C'est 10 en binaire. Du coup, on a dit juste avant 0b. Ça veut dire, code-moi ce chiffre-ci. Enfin, interprète-moi ce chiffre-ci en binaire. Du coup, il va stocker 10 en binaire dedans. Donc ça, c'est la constante littérale pour le binaire. Et vous pouvez aussi faire une constante comme ça pour l'hexadécimal, du coup la base 16. Si vous ne comprenez rien à ce que je dis, par contre, il faut aller voir la vidéo juste avant. Ok, donc la base 16. Et en base 16, on peut utiliser des lettres pour afficher pour interpréter le chiffre. Donc là, en mettant OX, vous demandez au compilateur d'interpréter ce nombre-là en hexadécimal. Et donc ce nombre-là en hexadécimal, ça donne 64 067. Ok. Alors il y a plusieurs types de constantes comme ça, et aussi la constante, on met juste un 0 devant. Hop.
Et ceci, ça va être de l'octal, la base 8. Donc ceci, ça va faire 8 normalement. Mais ça, la vidéo sur les bases, c'était celle d'avant. Si vous avez envie d'aller voir, faites comme chez vous. Mais bon, là, c'est qu'un petit détail. En général, on ne codera pas énormément comme ça. Mais j'ai envie de tout vous montrer. Ok. Alors ensuite, qu'est-ce que j'avais prévu? Alors oui, je vous avais montré tout à l'heure que vous pouvez déclarer une constante directement sur une variable, en guillemets. Alors, notre variable de type entière, maintenant je dois la déclarer en constante et je lui attribue une valeur qui vaut 5. On peut toujours l'afficher cette valeur-là. Là, il n'y a absolument aucun souci. La variable, elle vaut bien 5. Mais si je veux modifier cette variable-ci en lui attribuant la valeur 3 par après, le compilateur va me dire « Attention, enculé, t'as mis cette variable-ci en constante, du coup tu ne peux plus la modifier. » Voilà, donc là il vous met une erreur, et ça c'est pas bien. Hop, du coup ça, il faut jamais faire avec une constante. Et il y a un dernier type de constante, il me semble... Ah oui, non, il y a encore d'autres types que ceux que je voulais vous montrer maintenant. Il y a aussi la constante de caractère, mais ça on l'a vu juste avant. Et il y a aussi les constantes à virgule aussi. Ça, je pense que je vous avais montré au début de la vidéo. Donc, il y a les constantes à virgule. Et aussi, il y a un autre type de constante pour les nombres flottants. Donc, on va prendre float var qui va être de type float, du coup sur 4 octets à virgule. Et on veut lui attribuer une valeur, mais juste très très grande. Imaginons, on veut lui donner la valeur de la vitesse de la lumière. Donc, 3 fois 10 exposant 8. Eh bien, on pourrait faire 3 avec 8 zéros à côté. Voilà, ça doit être ça. Mais bon, c'est pas très lisible. Du coup, il y a une autre méthode, on fait 3, E, 8. Le compilateur va interpréter ça en 3 fois 10 exposant 8. Du coup, 300 000. Non, 300 000. Non, c'est un peu plus gros. J'ai du mal à... Oups, j'ai du mal un peu à interpréter. Hop. Alors oui, vu que c'est un type flottant, il va me mettre une erreur. On va mettre F au lieu de D. C'était plus un warning. Lorsqu'il met un warning, vous pouvez exécuter le code, mais il vous dit que le code, c'est possible qu'il a un problème de comportement. Ok. Et là, il m'affiche bien 30 millions, je pense, j'arrive bien à lire. 300 millions. 300 millions. Donc ça ne marche qu'avec les variables de type float ou double. Et à l'inverse aussi, vous pouvez être moins 8 pour faire 3 fois 10 exposant moins 8. Et là, du coup, la variable sera très petite. D'ailleurs, c'est impossible de l'avoir, vu qu'il va vous montrer 6 chiffres après la virgule. Et nous, on en veut un peu plus, on en veut 8, on va en mettre 10. Donc avec le formatage suivant, comme on l'a vu. Hop. Et pouf, voilà. Là, on voit bien que c'est 3 fois 10 exposant moins 8. C'est très très pratique pour le calcul scientifique. Ok, ça c'était qu'un détail aussi. Hop, je reprends, parce que j'ai mes petites notes à côté. Ok. Il y a le dernier type de constante que je voulais vous montrer, c'est le dièse define. Alors ça, le dièse define, tout ce qui commence avec un dièse au début va être interprété une première fois par le compilateur. Même pas par le compilateur, ce qu'on appelle le préprocesseur. Et donc, que va faire un define? Ah bien, vous voulez définir une constante, par exemple pi, que vous voulez affecter, dont vous voulez que sa valeur soit 3.14, 14, 15, etc. Donc ça, le compilateur, il va prendre en compte ceci et ceci. Il va dire, ok, à chaque fois que je vois pi en majuscule dans le programme, je le remplace par ceci. Donc par exemple, si je veux afficher pi, donc ma variable pi, hop. Enfin non, c'est pas une variable, la constante pi, c'est une constante littérale, parce que le préprocesseur va remplacer à chaque fois pi qui est dans votre programme par 3.14. Hop, pi. Donc là, il va bien m'afficher 3.14. Voilà, 3.1415. Mais ceci n'est pas une variable, et ce n'est pas non plus une constante que l'on attribue à une variable comme ici. Ça, c'est vraiment une constante littérale. C'est exactement comme si je faisais 3.1415. Le fichier à la fin, après les directives de préprocesseur, on appelle ça comme ça,
pi va être transformé comme ceci dans votre code. D'ailleurs, on va faire l'expérience. Donc j'ai mis pi comme ceci. Mon code, comme je le vois ici, pi, bah c'est pi. Il n'y a rien d'autre dedans. On va utiliser notre commande de GCC. GCC-E, grand E, avec mon fichier. Et là, il y a une ribambelle de trucs qui s'affiche. Et à la fin de cette ribambelle de trucs, il y a mon programme. Et on voit bien que le pi a été changé en 3.1415. Donc c'est vraiment un remplacement textuel. À chaque fois qu'il rencontrera pi dans un programme, il va le remplacer parce que vous avez mis à sa droite. C'est juste ça. C'est comme une constante littérale, mais avec un nom. Hop. Et avec setDefine, on peut faire de grandes choses. Vu que c'est un remplacement textuel, vous pouvez même faire ça. YesDefine, afficher, afficher, et vous voulez qu'à chaque fois qu'il voit affiché dans le programme, il le remplace par printf coucou. Imaginez, je mets afficher comme ceci. Il va remplacer le affiché par printf coucou. On va l'exécuter comme on fait d'habitude. Et m'affiche bien coucou. Et on va regarder avec cette vision-là, avec ça nous affiche notre programme après pré-processing. Et là, il ne nous affiche pas affiché, mais printf coucou. Il a remplacé le affiché. Alors, avec ça, on peut encore faire une autre chose. On peut faire un YesDefine. Printf, moi, j'aime pas trop. On va utiliser print à la place. On va lui mettre des parenthèses. Et on va mettre, je sais pas moi, constante. Je vous explique juste après ce que ça fait. En gros, ceci, à chaque fois qu'il va voir print sous cette forme-là, print avec des parenthèses et un petit message, il va le remplacer par printf avec le petit message. C'est pour ça que j'ai mis en parenthèse un truc que j'ai appelé constante, c'est n'importe quoi. Et bien, print de constante, eh bien, ça va être remplacé par printf de constante. Et la constante, c'est quoi? C'est un peu comme une variable, si vous voulez, qu'on va mettre ici en parenthèse. Mais bon, ça, moi, j'utilise jamais. On verra avec les fonctions qu'on peut faire exactement la même chose. Et je ne mets pas de point-virgule après, parce que il va déjà le remplacer ici. Il va déjà le mettre ici. Je vais vous montrer que ça marche bien. Hop. Et voilà, il m'affiche bien hello. Moi, j'ai pas mis de \n pour dire d'aller à la ligne. Donc là, ça se voit bien. Et on peut regarder la directive de préprocesseur, hop là, qui remplace bien mon print hello par printf hello. Voilà. Bon, ça peut avoir son utilité si on réfléchit bien, mais pour le moment, on va pas beaucoup l'utiliser. C'était juste pour vous montrer que ça existe. Ok. On s'en va enlever. Hop, ça aussi. Alors, compilation G. Ah oui. On va tout garder. Juste ça, on va faire printf hello world. Je vais vous montrer une autre commande de GCC qui sera pratique beaucoup plus tard, mais je vais vous montrer qu'elle existe. Vous pouvez faire gcc-s-m asm égale intel main.c et il va vous créer ce qu'on appelle un fichier .s et vous pouvez, c'est juste par curiosité, vous pouvez regarder et vous attendez, hop, voilà, avec une coloration c'est mieux. Votre code a été transformé en ce qu'on appelle un langage assembleur. Parce que GCC va transformer votre code en un langage presque incompréhensible. Et faire cette commande-ci permet de générer justement le fichier que GCC va écrire dans ce langage-ci, à partir de votre fichier. Et par curiosité, vous pouvez venir voir que ce code-ci, en assembleur, ça donne ça. Et c'est très compliqué, sachant que l'assembleur varie en fonction du système et de votre processeur. Ça, on fera une petite formation sur l'assembleur, mais je crois qu'on ne sera... Personnellement, je ne connais pas la moitié des bazars qui se trouvent ici. On verra que les bases. Enfin bref, ça c'est qu'un détail, mais si vous êtes curieux, vous pouvez regarder ça grâce à cette commande ici. Ok. Ensuite, quelle est la suite du programme? La table ASCII
On fera un épisode sur la table ASCII avec les types chars, avec les chaînes de caractères bien plus tard. Le define c'est montré, le formatage j'ai montré. Alors oui, il y a un autre type de d'affichage, c'est ce qu'on appelle le fprintf. Alors fprintf, vous pouvez toujours lui, il fonctionne comme un printf. Alors, vous pouvez lui afficher la variable var toujours, sauf que vous devez lui dire où est-ce qu'il doit afficher ça. Alors ici, la zone ici d'affichage, le petit terminal ici, ça s'appelle la zone de sortie standard. En informatique, on l'appelle stdout. Et du coup, vous donnez un fprintf. D'abord le lieu où il doit l'envoyer, c'est stdout. Et puis après, ce que vous voulez lui demander d'afficher. Voilà, c'est juste tout con. J'ai presque plus de batterie. Il faut que je retrouve mon chargeur. Et hop là. Voilà, je vais le mettre à côté parce que sinon je vais me tomber en rade. Ok. Alors, donc voilà, ça fonctionne comme le printf, sauf que vous lui donnez le lieu où il doit s'afficher. stdout, c'est la sortie juste ici. Hop, on refait l'expérience, et hop là, il m'affiche pas le bon bazar. Ah oui, bah c'est parce que c'est exposant -8, on va mettre exposant 8. Que la variable est trop petite pour être affichée. Après 6 chiffres après la virgule. Et là, vous voyez qu'elle s'affiche bien. Il y a une autre sortie qu'on appelle la sortie standard d'erreur. Ça, on la verra un peu plus tard, mais je vais vous montrer que ça marche aussi. Et ça, c'est quoi le lieu? C'est exactement le même endroit, sauf que elle ne pourra jamais être interrompue. Plus tard, vous serez amené à faire des erreurs qu'on appelle des erreurs de segmentation. Vous essaierez d'avoir accès à des zones mémoire dont vous n'avez pas accès. Du coup, votre système d'exploitation, il fait crasher votre programme. Et il se peut qu'il fasse crasher votre programme instantanément, même avant que vous vouliez afficher des choses. Et la sortie standard d'erreur, elle va afficher, même avec une erreur de segmentation, il va vous afficher le message. Mais ça, on en parlera bien plus tard. Si ça, je ne saurais pas expliquer sans avoir vu ces notions-là. Mais ça existe et je vous montre. Ça, c'est deux principales. Okay. Alors maintenant, on va voir le scanf. Parce que là, on a affiché à l'écran, mais pourquoi pas aussi rentrer des données au clavier. Par exemple, imaginez, je déclare une variable de type, on va faire une unsigned longue. Et on va l'appeler Patrick. Voilà. Et on va lui mettre aucune valeur, imaginons. On peut lui mettre une valeur si on a envie, mais ça sert à rien. Ok. Et on va demander à l'utilisateur du programme d'entrer une valeur pour Patrick. Du coup, on va lui afficher un message. Entrer une valeur. Hop. On enlève le \n pour dire de ne pas aller à la ligne. Hop. Entrer une valeur pour Patrick. Ok. Et grâce à la fonction scanf que vous trouvez aussi dans stdio, comme fprintf et printf, du coup il faut que vous ayez inclus stdio, grâce à ce qu'on appelle scanf, vous pourrez entrer une valeur au clavier. Alors, on va entrer quoi? Scanf est aussi soumis à un formatage. Vous avez scan, pour dire que vous allez entrer quelque chose au clavier, et F pour format, comme pour printf. Hein. Et les formatages, les formatages sont exactement les mêmes, que ce soit pour printf ou pour scanf. Donc c'est avec les %d, %hd, etc. etc. Hop, je vous les remets vite fait ici. Hop, voici. Hop. Quand je mets ceci en commentaire, il ne sera pas interprété par le compilateur. Ok, vous avez tous ces petits formats ici. Alors, ces deux formats-là, on va les voir juste après scanf. Hop. Alors, vous voulez quoi? Entrer un unsigned long, Patrick, au clavier. Bah, vous mettez le formatage du unsigned long. C'est %unsigned long tel quel, c'était LU. Du coup, %LU. Et vous mettez votre Patrick. Mais ici, je vous demandais de me faire confiance. Vous allez mettre un petit et commercial ici au début. Ça, on le verra un peu plus tard dans les vidéos. Mais faites-moi confiance, pour modifier une variable à partir d'une fonction, il faut lui fournir ce qu'on appelle sa propre adresse.
et l'adresse est représentée par le et commercial. Du coup, il faut mettre l'adresse de Patrick et pas juste Patrick pour le scanf. Comme ça, quand vous entrerez au clavier la valeur de votre Patrick, eh bien, elle sera directement intégrée dans votre variable. Ok. Ensuite, je veux afficher Patrick. On va remettre un petit message. Vous avez entré pour votre variable. Voilà, avec le petit backslash n pour dire qu'on va à la ligne. Ok. Et vous voulez afficher quoi? Patrick. Ici, c'est vraiment la valeur de Patrick qu'on va afficher. Du coup, on met juste Patrick et pas le e-commercial. Le e-commercial, c'est vraiment juste pour le scanf pour le moment. On fait comme ça et je vous expliquerai bien plus tard à quoi ça sert. Ok. Je me trompe d'endroit. Voilà. Hop. On compile. Alors oui, je me suis trompé. Enfin, c'est pas vraiment une erreur, mais le formatage, vu que c'est un unsigned long, on va mettre LU. Ça marchera avec un %d si votre valeur n'est pas trop grosse. Par exemple, ceci c'est codé sur 8 bits. Sur 8 bits, moi, sur 8 octets. Du coup, si vous mettez une valeur qui est codable sur 1 octet, elle s'affichera même dans unsigned long. Et vous pourrez aussi l'afficher en entier. Mais bon, ça, je voulais jouer un peu avec. C'est aussi les clés pour réussir en informatique, c'est d'apprendre par soi-même. Enfin, de faire des tests par soi-même. Hop. Alors voilà, le programme me demande entrer une valeur. Et là, on voit que le programme, il stagne. Il me réaffiche plus ma petite ligne ici pour dire que le programme est terminé parce qu'il attend que j'entre une valeur au clavier. Du coup, je vais entrer, je ne sais pas moi, on va entrer ceci. Voilà. J'entre, je fais Enter, et hop là, il m'affiche mon message. Vous avez entré votre valeur ici que vous avez entré au clavier pour votre variable. Et il a bien affiché le contenu que vous avez attribué à Patrick, vu qu'après, on l'a affiché. On voit bien qu'en affichant Patrick, on obtient notre valeur. Du coup, Patrick a obtenu la valeur qu'on entrait au clavier. Voilà, c'est tout con le scanf. Et pareil qu'avec le printf, vous avez le fscanf. Vous lui demandez à quel endroit veux-tu prendre la valeur à mettre dans Patrick. Eh bien, ce qu'on appelle le clavier, c'est ce qu'on appelle l'entrée standard. Du coup, ici, c'est pas std_out que vous mettez, c'est std_in. Et ça marchera. On va faire l'expérience. Hop. On compile, on exécute, entrer une valeur. On va essayer de mettre une valeur extrêmement grande pour vous montrer qu'on ne peut pas mettre tous les chiffres dans une variable. Voilà. Vous avez entré cette grosse valeur. C'est pas ma valeur, ça. C'est normal parce que cette valeur-là n'est pas stockable sur 4 octets, 8 octets. Elle est stockable sur beaucoup plus. Mais il n'y a pas possibilité de le stocker sur plus de 8 octets. Du coup, il s'adapte. Du coup, il prend le plus grand chiffre qu'il peut prendre. Ok. À partir de votre chiffre ici. Ça, il faut voir ma première vidéo aussi sur le binaire. Ok. Donc, c'est possible en faisant fscanf stdin, mais bon, autant utiliser scanf. On verra ici, on l'utilisera beaucoup plus tard dans ce qu'on appelle les fichiers sur disque. Ok. Alors, je vous avais dit que je vous montrerai ces deux petits formats ici, avec printf. Alors, imaginez, j'ai une variable, int a, qu'on va initialiser à, on va l'initialiser en hexadécimal au xf, soit 15. 15 en décimale. Et on veut afficher sa valeur. Hop, donc ça c'est comme d'habitude. Ça change pas. Ça fait 15. Comme je vous l'avais dit, 0xf, c'est de l'hexa, et transformé en décimale, ça donne 15. Mais je veux afficher la valeur en hexadécimal. Bah, du coup, le pourcentage, c'est x. D'ailleurs, je suis curieux. Ouais, c'est possible. On peut afficher avec x, %x, et il vous l'affichera en hexadécimal. Il va mettre f. Que ce soit minuscule ou majuscule ou minuscule, c'est pareil. Donc ça, c'est une variable de type int, juste int. Si vous voulez faire une variable de type short, ça marchera, mais il faudra utiliser hx. C'est exactement la même chose, vous remplacez le d ou le u, ça dépend, par tout ce qui est ici. Si vous voulez afficher en hexadécimal, par
à x. Okay. Hop là. Avec LX aussi pour le lang en hexadécimal. Okay. Donc ça c'était le pourcent x. Vous pouvez faire le pourcent O pour l'octal, pour qu'il affiche en octal. Ça fait 17. 15 en octal, ça fait 17 parce que 7 fois 8 exposant 0, donc 7 fois 1, ça fait 7, plus 1 fois 8. 7 plus 8, ça fait bien 15. Ok, ça je vais pas refaire un cours sur les bases. Mais par contre pour le binaire, ça n'existe pas malheureusement. Ça, il faudra le faire par vous-même, mais ça, on verra ça dans une prochaine vidéo. On manipulera des bits informatiques, hein, pas autre chose. Hein. Ok, et il y a le pourcent P. On va voir ce que ça fait le pourcent P. Là, mystère pour vous. Bah là, il dit il y a un problème. Là, il dit des trucs complètement incompréhensibles. C'est parce que le pourcent P ne fonctionne pas directement avec la variable telle qu'elle. Vous avez dit au début qu'une variable avait une adresse en mémoire, une adresse unique. Eh bien, pourcent P, ça va afficher l'adresse de la variable. Et l'adresse, elle est visible avec quoi? Le et commercial, encore lui. On relèvera le mystère bien plus tard dans les vidéos. Oh, donc en mettant son adresse, on obtient une adresse en hexadécimal dans la mémoire. Donc votre variable A, elle est située à cette adresse-là en mémoire. Voilà. Et pareil, si vous mettez une adresse B, elle aura une autre adresse. Enfin bon, ça c'est juste pour votre culture générale au début. Les adresses, on en parlera bien plus tard, parce que c'est le principe fondamental du langage C. Mais bon, on va pas le voir tout de suite. Alors, on a fait... Ah oui, pour les entrées au clavier, vous vous souvenez du type char qui pouvait contenir des caractères? Eh bien, il y a une fonction bien spécifique à eux. On peut dire que S vaut getchar, qui est inclus dans stdio. On va l'afficher grâce au pourcent C. Getchar, c'est quoi? C'est comme un scanf, sauf que getchar va vous demander d'entrer quelque chose au clavier, un caractère. Une fois que vous l'aurez entré, getchar va retourner ce caractère et le foutre dans S. C'est un principe de fonction qu'on verra plus tard aussi, mais ça existe et je vais vous le montrer. Que dans S, on va pouvoir mettre R par exemple. Donc là, j'ai entré R et là, il me réaffiche ma variable S, la valeur qu'il y a dans S, et c'est bien R. Okay. Getchar en top 1 stable sur Mac, sur Windows, il marche parfaitement. Il y a d'autres fonctions du style, mais ce sera pour la chaîne de caractères, on verra ça bien plus tard. Donc en gros, il faut retenir que getchar va transmettre le caractère que vous avez rentré au clavier dans votre S. Du coup, il faut mettre que S vaut getchar. Ça, on verra plus tard avec les retours de fonctions. Alors, à savoir aussi que vous pouvez mettre des caractères hein, dans par exemple un short, ça marchera. On va utiliser getchar. Hop. Il vous mettra probablement un warning. Ah non, même pas, il ne met même pas de warning. Vous mettez T et vous affichez T. Parce qu'un caractère, dans la table ASCII, il y a 255 caractères. Et 255, c'est la taille maximum d'un char, d'un octet. Bah, du coup, un octet, bah, vous pouvez le représenter aussi sur 2 octets, 4 octets, etc., etc. Du coup, vous pouvez le mettre dans un chart, etc. Mais un caractère, si on veut manipuler un caractère, autant prendre un char. Et même un unsigned char. Ok. Ça, il faut revenir dans la vidéo sur la taille des variables. Enfin, sur la taille des... Oui, des variables sur la première vidéo. Ok, donc ça va enlever le formatage, on a tout vu. Et donc le formatage printf est exactement le même pour le formatage scanf. Alors le getchar c'est fait, maintenant on peut passer aux opérateurs. Alors il y a un opérateur que je vais vous montrer. Je vous baragouine tout le temps qu'en entier, c'est 4 octets, etc., etc. Si vous, à un moment donné, vous ne vous souvenez plus de la taille d'une certaine variable, par exemple on va prendre unsigned short, une variable de type unsigned short, et que vous voulez savoir quelle taille ça a en octets. Eh bien, il y a un opérateur, ce qu'on appelle un opérateur, hop, qui va renvoyer une valeur longue, de type entière, qui s'appelle sizeof. D'ailleurs, il se colorie en rouge parce que c'est un élément du langage C. Alors, sizeof prend des parenthèses et le nom d'une variable dedans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette ligne-là veut dire que
affiche-moi un long, donc un entier long, qui représente la taille de ma variable var. Donc en gros, il va afficher la taille de la variable var. Et la taille, ici, c'est 2 octets parce qu'on est sur un short. Et un short, c'est codé sur 2 octets. Du coup, sizeof vous donne la taille de votre variable. Et sizeof est un long. Du coup, mes pourcents LD. Vous pouvez mettre D, ça marchera. Il n'y a aucun souci. Mais il vous mettra un petit warning en disant attention, tu vas afficher sous un format entier alors que ce que tu vas afficher est un format long. Mais vu que un short c'est codé sur 2 octets, 2 octets c'est affichable sur 4 octets. Du coup, il va pouvoir l'afficher. Et on voit bien qu'il affiche 2. Ok. Et vous pouvez même faire un size-off. Imaginez, oh, je ne sais plus quelle est la taille d'un float, par exemple. Vous mettez size-off de float. Vous compilez. Et il vous met 4. Voilà. Il y a certains systèmes où la taille des variables varie. Mais c'est plus rare. Ok. Maintenant, on va voir tous les autres opérateurs. On a vu déjà l'opérateur d'affectation, le égal. Ok, ça c'est l'opérateur d'affectation. Vous mettez A égale 5, etc., etc. Vous avez aussi les opérateurs arithmétiques. Donc on peut dire que A est égal à 4 plus 2 moins 3 fois 5 divisé en 3, imaginons. Et vous pouvez afficher A. Et ça vaut 1. Si on fait le calcul, ça devrait valoir 1. 4 plus 2. 4 plus 2, ça fait 6, moins 3 fois 5. 3 fois 5 divisé en 3, donc ça fait 15, coupé en 3, ça fait 5. Du coup, 6 moins 5, ah bah ça fait 1. C'est bien ce qui s'était affiché. Ok. La priorité des opérateurs, c'est les mêmes qu'en mathématiques. Les fois et les divisés d'abord, ensuite les moins et les plus. Ça, c'est les opérateurs arithmétiques. Vous pouvez aussi, grâce aux parenthèses, comme en mathématiques, changer les priorités. Vous pouvez faire ceci. Et il fera 4 plus 2 moins 3, fait d'abord ce qui est dans les parenthèses, et puis il fait le reste. Ok, ça c'est comme en maths. Exactement comme en maths. Vous avez un autre opérateur arithmétique, ce qu'on appelle le modulo. Alors, considérons 10, on va affecter à A 10 modulo 25. On va voir ce qu'il va afficher. Modulo, c'est le petit pourcent en fait. Il affiche 10. Ok. Et maintenant, on va lui mettre 35. Et là, qu'est-ce qu'il va afficher? 10. Pourquoi est-ce qu'il affiche 10? Eh bien, en fait, modulo, qu'est-ce que c'est? Je vais juste espacer, hop. Eh bien, il va dire, fais-moi la division de 35 par 25. La division entière de 35 par 25. Et tu mets le reste dans A. En gros, 35 coupé en 25, ça fait quoi? La division entière. Hein. En gros, on peut mettre une fois 25 dans 35. Du coup, 35 moins 25, dans ce cas, ça donne 10. Il reste 10. Le reste de la division entière, c'est 10. Du coup, vous l'attribuez à A. En gros, il va mettre le reste de la division entre les deux opérandes dans A. C'est tout court. Et donc, quand j'ai mis tout à l'heure 10 modulo 25 et qu'il m'a mis 25 dans A, eh bien c'est tout à fait... il m'a mis 10 dans A. 10 modulo 25... Ah bah oui, c'est normal. Lorsqu'on met 10 modulo 25, parce que si on essaie de diviser 10 par 25, ça fait 0, et reste 25. C'est une division entière. Ça ne marche que sur les chiffres entiers, pas sur les chiffres à virgule. Si vous faites ça sur les chiffres à virgule, ça vous mettrait une erreur. Ok. Imaginons, je vais mettre plus, donc A vaut 10 plus 25 vaut 35 dans ce cas-ci. Imaginons, je déclare une autre variable, on va l'appeler 2, allez, beaucoup d'imagination, et on va lui attribuer la valeur de 100. Hop. Et que A, je veux que ce soit l'addition de 100, donc de D, avec 2, imaginons. On peut marcher les variables
peuvent faire partie d'opérations arithmétiques. C'est comme en maths avec x est égal à y plus 10 par exemple. Donc a ici vaudra quoi? La valeur de d, soit 100, plus 2, du coup a vaudra 102. Donc là c'est vraiment la base, donc a vaut bien 102. Parfait. Alors, je vais juste faire recharger l'ordi un petit coup. Hop là, voilà, parfait. Il recharge, oui. Donc une fois qu'on est arrivé là, voilà, donc là, avec les opérateurs arithmétiques, vous pouvez mettre les variables dans chaque opération, ça fonctionnera. C'est le principe des variables. Elles doivent faire partie des opérations. Ok. Il y a aussi un autre petit opérateur arithmétique. Hop, toi tu dégages. On va afficher B cette fois-ci. C'est le petit moins. Voilà, vous pouvez faire ceci. Les constantes, vous pouvez leur attribuer une valeur négative, ça marchera. Undeclared identifier. Qu'est-ce que j'ai fait? Int. Ah oui, c'est D, pas B. Je suis débile. Hop là. Donc là, il m'a dit tu as essayé d'afficher une variable qui n'existe pas. Hop, on compile et il m'affiche bien moins 100. Parce qu'il est signé, je le rappelle. Si je veux la déclarer en unsigned int et que je l'affiche sous ce format ici, du coup %u, moins 100 ne va pas être interprété comme moins 100, mais comme une autre valeur. Ça, je rappelle que j'ai fait une vidéo sur le binaire, du coup vous pourrez comprendre ceci en regardant cette vidéo-là. Ok. Ensuite, il y a beaucoup d'autres opérateurs. Il y a un opérateur, par exemple, de cast. Ça, on va le voir avec un exemple assez parlant. Unsigned. On va prendre une variable qu'on va appeler 0, var 0 est égal à 10. Unsigned var 1 est égal à quoi? À var 0 coupé en 5. Même coupé en 3. En 5 ou en 3. Et j'ai envie de la mettre en double. Donc, var 1 est égal à var 0 coupé en 3. Hop, on va afficher cette valeur-là, var 1. Hop. Donc là, on a mis dans var 1 la division de la valeur de var 0 par 3. Donc ça devrait nous donner 10 coupé en 3, ça devrait nous donner 3.333, etc., etc. Sauf que ça nous donne juste 3, alors qu'on est bien sur un nombre à virgule. Mais en fait, ici, qu'est-ce qu'on a fait? On a divisé un entier, unsigned, c'est comme si j'avais mis unsigned int, hein, c'est pareil. On a divisé un entier avec un autre entier. Du coup, c'est comme si on faisait une division entière. 10 coupé en 3, bah, il y a 3 fois 3 dans le 10, du coup, il va mettre 3 dans var 1. Il va pas me mettre des virgules. Du coup, on a deux solutions. Soit on met une constante en flottant, donc en nombre à virgule. Comme ça, il va interpréter ce calcul-là comme une division qui n'est pas entière, du coup une division à virgule. Et voilà, 3.333. Donc là, on a juste transformé la petite constante qui est juste là, pour qu'elle soit en flottant. Il faut au moins qu'une des deux opérandes d'une division soit flottante pour faire une division flottante. L'autre peut être entière, il n'y a aucun souci. Maintenant, imaginons que j'avais... Ah, l'ordi va chauffer, ça va pas être cool. Imaginons que j'avais une autre variable, on va appeler juste var. On va lui mettre 3. Et que je le mets ici. Ici, comment est-ce que je fais pour la déclarer en float? Enfin, pour l'interpréter en tant que nombre flottant. Je vais pas mettre .0 comme ça ne fonctionnera pas. Enfin, en principe, ça devrait pas fonctionner. Voilà, là, ça me met une petite erreur. Ok. Donc, comment est-ce qu'on peut faire ça? Ben, il y a l'opérateur de cast. On prend une des deux opérandes, on va la transformer en float. Opérateur de cast, c'est quoi? Vous ouvrez des parenthèses et vous dites, je veux que cette variable-ci soit castée, donc soit transformée temporairement. La variable ne va pas être transformée. C'est la valeur dans l'opération qui va être transformée. Transforme-la moins en float. Et là, il va être le chiffre qui va être stocké dans var va être interprété le temps d'une instruction en nombre à virgule. Et là, on a bien notre opération qui s'est bien effectuée. Voilà. Donc ça, c'est très pratique. Vous pouvez même mettre int et tout. Vous pouvez mettre tous les types existants. Il n'y a aucun souci, ça fonctionne.
Ok. Ensuite, il y a encore d'autres opérateurs. Le cast c'est fait. Les opérateurs qu'on appelle logiques. Hop. Ok. Qu'est-ce qu'un opérateur logique? Ça, on n'a pas encore vu, même dans les trucs sur le binaire. Pourtant, ça aurait été bien utile. Bon, enfin, ça, je vais vous apprendre sur le tas. C'est pas bien compliqué. Alors, on va prendre une variable 5. Enfin, une variable var qui vaut 5. En binaire, 5. Alors, c'est possible de faire des commentaires aussi sur une seule ligne en faisant slash slash. Sur plusieurs lignes en faisant slash étoile étoile slash. Ok. Là, on va faire un commentaire sur une seule ligne. Var contient une valeur 5. Et 5 en binaire, ça donne quoi? Ça donne 0, 1, 0, 1, comme ceci. 1, 0, 1, 0. Non, 1, 0, 1. Ça, c'est 5 en binaire. D'accord? Var, on va dire qu'il va être stocké sur un nombre non signé sur un octet, unsigned char. Du coup, il aura 8 bits. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Là, il a 8 bits. Ça, c'est 5 sur 8 bits. D'accord? Ok. Et var, on va utiliser un nouvel opérateur. Je veux qu'il soit égal à lui-même. Donc, il va reprendre la même valeur que lui, qui est stockée dans lui-même. Et 10. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Bien, maintenant, on va décomposer 10. 10 en binaire, ça donne 1, 0, 1, 0. Hop. Là, j'ai 1, 2, 3, 4. Sur, alors, une variable comme ça, c'est comme si c'était un entier sur 4 octets, mais vu que c'est que des zéros avant, je ne vais pas tous les afficher. Okay, là, je vais juste afficher les 8 premiers bits de 10. Donc ça, c'est notre constante 10. Et là, notre variable 5, qui vaut 5. Okay, et je lui demande de faire un et commercial de lui-même avec 10 et d'affecter le résultat dans lui-même. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, le et commercial, en fait, il va prendre chaque bit du nombre var, et faire une opération et avec les bits de la constante ici. Et une opération et, c'est quoi? Eh bien, il va regarder le premier bit de var qui vaut 5, c'est 1. Le bit de 10, le premier bit de 10, c'est 0. Du coup, 1 et 0, ça vaut 0. C'est une table de vérité. Lorsque vous avez un 1 et un 0, le résultat vaut 0. Lorsque vous avez 0 et un 0, le résultat vaut 0. Lorsque vous avez un 1 et un 1, le résultat vaut 1. Du coup, le résultat, ici, il vaudra 0. 1 et 0, ça fait 0. Ici aussi, c'est pareil. Ici aussi, c'est pareil. Ici aussi. Et ça va former un nouveau chiffre. Soit 0, 0, 0, 0, 0. Du coup, on va afficher var. Et ça nous donnera bien 0. Alors, imaginons que var vaut 6. Il vaut 6, du coup, var vaudra ceci en binaire. À un moment donné, lorsqu'il fera le et commercial, il va comparer les deux ici. Ça donnera 1 et 1, ça vaut 1. Dans ce cas-ci, ça vaut 1. Et là, ça en binaire, ça vaut 2. Du coup, il affichera 2. Voilà. On reviendra là-dessus sur un autre épisode. Un épisode plus concentré sur les bits. Et vous avez la même style d'opérateur, sauf que c'est le OU, avec ce symbole-là. Le OU. Et le OU, c'est quoi? Du principe où il y a un seul des deux bits comparés qui est égal à 1, il va vous afficher 1. Du coup, dans ce cas-ci, 0 et 0, ça va faire 0. 1 et 1, ça va faire 1, vu qu'il y a au moins un 1. 1 et 0, ça va donner 1. Et le prochain 1 aussi. Vu qu'il y a un 1 dedans, ça va donner une nouvelle valeur. Et ça, c'est 14 en binaire. Et ça donne bien 14, voilà. Il y en a un autre d'opérateur comme ça, là, un dernier. C'est le XOR. On l'appelle le XOR, c'est le petit chapeau ici. Ok. Et le XOR, c'est quoi? Lorsque vous avez deux bits différents, donc avec un 1 et un 0 de l'autre côté, ce sera 1. S'il y a deux bits les mêmes, ce sera 0. Du coup, ici, ce sera 0, parce que les deux bits sont les mêmes. Ici, ce sera 1, et là, ce sera 1. Du coup, ici, la valeur qui se trouve ici, c'est 8 plus 4, du coup, ça va être 12.
Et voilà, c'est 12. Donc vous faites l'opération entre les deux et vous l'affectez bien à var. Puis après on affiche var. Et vous voyez bien que c'est un unsigned char, mais je l'affiche avec un %d, ça fonctionne aussi. Mais en règle générale, voilà, très HHD, on pourrait dire que c'est vraiment un unsigned char. Ok, ça c'est les bits logiques. Il y a aussi un autre. Hop. On veut que var soit égal à lui-même, mais totalement inversé. Avec cet opérateur logique là, le petit tilde. C'est le not logique qu'on appelle ça. En gros, ça, hop, on enlève. Alors le contenu, là c'est 6, c'est plus 5. Le contenu qui se trouve dans var, donc 6 en binaire ça donne toujours ça, mais il va être égal à lui-même inversé. C'est-à-dire que chacun des bits vont être inversés. Tous les bits à 0 vont être égal à 1, et tous les bits à 1 vont être égal à 0. Ça donnera 1. Jusque ici, 0, 0, 1. Ça fera une nouvelle valeur. Et du coup ça fera... attends, de tête... Ça devrait faire 249 si je me trompe pas. Moins 7. Ah oui, moins 7 parce que je l'affiche pas en unsigned. Ici, c'est pas du unsigned, c'est du signé. Mais là, je veux l'afficher en non signé. Et du coup, ce sera 249. Exactement. Là, ça fait pour revoir le binaire. Ça, allez voir ma première vidéo. Alors, il y a encore deux opérateurs. Voilà. Opérateur de décalage. On veut que var soit égal à lui-même décalé vers la droite de 2 bits, imaginons. Alors qu'est-ce que c'est que cette merde encore une fois? Eh bien en gros, vous allez prendre votre valeur en binaire et il va décaler chaque bit de 2 positions ici. En gros, ça donnera quoi? Hop. Le petit 1 juste ici au-dessus va être décalé de 2 positions. Du coup, il y a un 0 qui va prendre sa place. Hop, décalé de 2 positions, j'ai dit. Et donc celui-ci va être décalé 2 fois. Et celui-ci va être décalé 2 fois. Donc ici, il va venir ici. Et puis après, bah, il va se perdre en fait, vu qu'il n'est plus possible de le stocker. Et à la fin, vu que ce bit-là va aussi se décaler d'un coup, et bien à la fin, il va y avoir un nouveau bit égal à 0 qui va se décaler. Du coup, var va valoir 1. Voilà, il va valoir 1. Et pareil, vous avez le même opérateur, mais décalage vers la gauche. Et vous pouvez être une variable ici aussi. On peut dire que var peut être décalé de var position. Donc, var va être décalé vers la gauche de 6 positions. Dans ce cas-ci, ceci va être décalé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. Ce qui donnera un comme cela. Et ça devrait donner 128. Exactement. Mais bon, ça, il faut comprendre un peu le binaire pour pouvoir faire ça. Ces opérateurs-là, en général, on ne les utilise pas énormément. Ça dépend le domaine. Ok. J'ai presque fini avec les opérateurs. Et du coup, la vidéo, elle doit être hyper longue. On va essayer de vite se dépêcher. Il y a aussi les petits raccourcis. Par exemple, on peut faire cela. Var est égal à var plus 5, imaginons. Eh bien, on peut raccourcir ceci en faisant var plus égal 5. Et pour chacun des opérateurs binaires comme des opérateurs que vous pouvez utiliser un peu comme le plus ici, eh bien, il y a ce raccourci ici. Il y a aussi le raccourci avec le décalage, le raccourci avec le XOR. Ça marche, ça fonctionne. Je vais tous vous les mettre un petit instant pour vous montrer. Et voilà, donc tous ces raccourcis existent. C'est des tirets ici, faites pas attention à ça. Vous avez le plus égal, moins égal, fois égal, divisé égal et égal. J'ai oublié le modulo égal qui marche aussi. Donc le modulo, je rappelle, c'est ceci, modulo égal. Ça fonctionne. C'est des petits raccourcis qui veulent dire, donc ça, var plus égal 5, c'est comme si vous mettez var est égal à var plus 5. C'est juste un petit raccourci. Ok. Il y a deux derniers opérateurs. C'est où vous avez var et vous voulez faire var est égal à var plus 1 ou var plus égal 1. Eh bien, dans le cas où vous voulez augmenter d'une seule unité ou même faire moins, donc diminuer d'une seule unité, vous avez ce qu'on appelle les opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation. Ici, voilà, c'est var égale var plus 1 est égal à var plus égal 1, c'est la même chose.
Et il y a encore plus raccourci, c'est var plus plus. Et var plus plus, ça va faire quoi? Ça va augmenter var de 1. Et vous avez le même, var moins moins. Ça existe. Ça, c'est opérateur d'incrémentation et de décrémentation. Hop. Dans ce cas-ci, var va valoir 7, vu qu'au début var vaut 6. On incrémente var de 1 en faisant plus plus. Var va valoir 7. Hop là. Et ça marche avec le moins moins. Maintenant, petite subtilité. On veut une nouvelle variable, int g, est égal à var plus plus. Est égal à var plus. On va juste faire ça, on va pas s'embrouiller. Et on va afficher g. Alors vous me direz, bah g, c'est facile, il va valoir var plus plus. Du coup, on va attribuer à var une nouvelle valeur, soit lui-même plus 1. Donc var va valoir 7. On va d'ailleurs afficher var. Hop. On va afficher le nom des variables et leur valeur. Hop. Voilà. Donc en faisant ici, on va sûrement se dire que g va valoir var plus plus, soit 7, et que var, bah, il va valoir 7 aussi, vu que ça c'est comme si on incrémentait var de 1. Ok. Alors var vaut bien 7, il a été incrémenté, mais g aussi, c'est pourquoi ça? C'est parce que lorsqu'on met le plus plus à droite de la variable qu'on va incrémenter, eh bien le plus plus va s'effectuer après l'instruction en cours. C'est-à-dire que si vous aviez fait ça, ou si vous aviez fait ceci, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Hop, voilà, c'est le même principe. En gros, que se passe-t-il? Var s'incrémente après avoir été affecté à G. Du coup, G vaut quoi? Il vaut 6. Et puis ensuite, var s'incrémente. Mais comment on fait pour que G prenne la valeur de var après que var se soit incrémenté? Eh bien, on le met à gauche. Ceci s'appelle une pré-incrémentation. On le fait on incrémente var avant d'effectuer toute l'opération. Et ceci, c'est une post-incrémentation. On incrémente var après avoir affecté var à G. Donc en faisant ceci, j'ai mis le point virgule en trop. Voilà. En faisant ceci, G vaudra bien 7. Voilà. Bon, en général, on fait jamais comme ça. En général, si vous voulez faire, au lieu de faire var plus plus, pour éviter de s'embrouiller, on fait comme ceci, et puis on fait var plus plus. Bon, il y a 2 lignes au lieu d'une, mais bon, c'est plus lisible. Voilà, c'est une petite subtilité. Entraînez-vous avec ça parce que c'est assez embrouillant. Ok. On a fini avec les opérateurs. Il faut savoir qu'il y a une priorité des opérateurs. Vous pouvez trouver une table sur Google Images, vous tapez priorité des opérateurs en C, et vous verrez les opérateurs qui ont une meilleure priorité que d'autres. On va voir maintenant le directif de préprocesseur, et puis on partira directement aux exercices. Alors, directif de préprocesseur, c'était quoi? C'est ce qui se passait avant de compiler le code. Eh bien, GCC va transformer votre code. Par exemple, vous vous rappelez avec le define, il transformait tous les E, par exemple, qui valaient 5. Il transformait tous les E dans votre programme avec 5, par exemple. C'est le préprocesseur qui va faire ça avant de compiler le code. Ok. On a vu le diez-include qui permet d'inclure un fichier contenant des fonctionnalités. Okay. Il y en a plein des fichiers comme cela, on en verra plus au cours de la formation. Et il y en a plein d'autres. Il y en a qui s'appellent ifdef, par exemple, ifdef. Qu'est-ce que c'est que ça? Imaginez, par contre, j'ai enlevé le include, c'est pas bon ça. Voilà. Hop. Le ifdef. Ah, j'arrive plus à écrire. Ifdef. Voilà. Imaginez, vous define n qui vaut 3. Vous pouvez même mettre define n comme ça marche. On va d'ailleurs le faire. Eh bien, vous voulez dire que si n est défini, il va se passer des choses. Si n est défini, par exemple, tout ce qui vient après va se passer. Et à la fin de cette condition-là, end if, on va dire fin du if, fin de la condition. Donc en gros, ici, vous demandez
si n est défini, vous faites tout ce qui se trouve entre le ifdef et le ndif. Voilà. Et, voilà. Et vu qu'on a défini n juste au-dessus, il va faire le programme. D'ailleurs, on va faire un petit coucou. Coucou. Hop. Allez, voilà. Et ça marche. Juste, je vais remonter dans les... Histoire d'avoir le tiret E. Voir si ce qui se passe pour le préprocesseur... Putain, il est loin le truc. Voilà. Donc on voit bien que notre programme final, c'est bien ça. En préprocesseur. Maintenant, si on ne définit pas n, il va dire, donc si n est défini, il va faire ça. Mais s'il n'est pas défini, qu'est-ce qu'il va faire? On va compiler. Il dit, attention, je ne trouve pas la fonction main. Ah, c'est normal, vu qu'on lui a dit que si n est défini, tu crées le programme en fait. Si n est défini, ajoute ça au programme. Évidemment qu'il faut ajouter ça, sinon le programme ne fonctionnera pas sans la fonction main. Et regardez, quand on fait le préprocesseur, il n'y a plus de programme. Parce que n n'est pas défini. Du coup, si n n'est pas défini, il ne va pas faire ça. Ce qu'on peut faire, c'est else. Il y a le mot-clé else. On peut reprendre ce truc-là. Afficher un autre message. Hello. En gros, si n est défini, il va prendre ce programme-là. Il va créer ce programme-là. Sinon, si n n'est pas défini, il va prendre ce programme-là. Et normalement, ça devrait fonctionner. On termine conditional directive. Effectivement, j'ai oublié le ndif. Hein. Voilà. Alors, donc en gros, si n est défini, il va créer ce programme-là, mais il ne va pas créer ce programme-là. Parce qu'il y a le mot-clé sinon ici. Sinon, il va créer ce qu'il y a entre les deux ici. Sinon, si n n'est pas défini, il va créer ce programme-là. Hop. Ça compile. Et il m'affiche hello. Parce que n n'est pas défini. Et dans le cas où n était défini, il m'aurait affiché l'autre. Define n. C'est des trucs qui peuvent être très pratiques plus tard quand on jouera avec plusieurs fichiers. Et là, il m'affiche bien le coucou, donc ce programme-là. Voilà. Bon, ici, dans ce cadre-ci, ça ne sert pas à grand-chose. Hein. Ok. Il y en a plusieurs. Donc, on a vu ifdef et aussi ifndef. Donc, si n n'est pas défini cette fois-ci, ça c'est ifdef, c'est si n est défini. Ifndef, c'est si n n'est pas défini, c'est le contraire. Vous avez aussi juste le if ici, mais je ne sais pas comment on pourrait l'utiliser. Il y a aussi d'autres qui sont bien amusants, j'aime beaucoup, pour faire des blagues parfois. C'est warning. C'est le dièse warning et vous mettez un message, n'importe quoi. Et lorsque vous compilerez votre programme, il va lire les warnings. Il va créer un warning pour vous. Il va compiler votre code, mais il va juste vous afficher un petit message pour dire attention, il y a un message. Voilà. Et votre message, c'est le truc que vous avez écrit entre guillemets. Il y a aussi l'autre bazar, c'est le error. Sauf que là, il va faire error. Il va pas compiler votre programme vu qu'une erreur stoppe la compilation. Il va vous afficher le message que vous avez affiché. Okay. On peut tout combiner. On peut dire que if si n n'est pas défini, tu m'affiches une erreur. Sinon, ah non, ndif, on peut mettre même ndif. Voilà. Donc si n n'est pas défini, il va m'afficher une erreur. Et vu que là on n'a pas défini n, ben, il m'affiche une erreur. Et il ne compilera pas le programme. Maintenant, on va define n. Hop. Et là, vu que n est défini, il ne va pas m'afficher l'erreur, il va compiler mon programme. Et il fonctionne. Alors, on peut faire des trucs bien sympathiques, mais ça sera quand on jouera avec plusieurs fichiers. Mais je vous le montre quand même parce que ça existe et c'est très pratique. Ok. Et bien, on va passer aux exercices, les gars. C'est enfin terminé la première théorie. C'était hyper long. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps. Et encore, c'est que le début. Ok. Du coup, on va passer à des exercices. J'ai 3 exercices pour vous. On va vite les faire. Il y en a un qui va être un peu plus long. Premier exercice. Vous allez montrer... je vais copier-coller de mon fichier à côté. Vous allez entrer 5 codes sur 20 au clavier, en faire la moyenne et l'afficher. Ok. Je vous laisse le faire maintenant.
Mettez pause sur la vidéo, moi je passe direct à la solution. Ok, on va entrer 5 cotes au clavier. 5 cotes sur 20. On va déclarer une variable entière. J'ai choisi de prendre une variable entière. On va appeler cote. Je ne vais pas initialiser. Et on va appeler, pour faire une moyenne, il faut un total, et puis diviser sur le nombre de cotes. Le total des cotes divisé sur le nombre des cotes pour les mettre sur 20. Okay. On va prendre une variable cote. Je vais déclarer en parallèle, il y a aussi l'opérateur virgule qui permet de déclarer plusieurs variables du même type ici. Cote, on va prendre un total. Total, on va initialiser à 0. Ok. On sait, dans l'énoncé, qu'on va entrer une cote, 5 cotes. Ok, c'est une constante, ça ne va pas bouger ça. Du coup, on peut déclarer une constante. On va essayer de déclarer une constante entière, directement comme ceci. On va appeler n-cote, pour nombre de cotes, et elle vaut 5. Ok. Donc on a trois éléments. On a une constante nombre de cotes, on a une cote qui n'a pas encore de nombre, et on a un total qui est initialisé à 0. Ok. On veut entrer au clavier 5 cotes. Du coup, on va demander à l'utilisateur entrer 5 cotes au clavier. Voilà. Bon, on va réafficher un petit truc. Hop. Entrer la cote numéro 1. Voilà. Entrer la cote numéro 1. Et on va faire un scanf, comme on a vu tout à l'heure. On va prendre quoi? On veut stocker la cote dans quoi? Dans la variable cote. On va mettre %d pour que c'est un entier qu'on va retirer au clavier. Pas oublier le et commercial. Très important, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Hop, voilà. Donc là, on va rentrer au clavier une valeur qu'on va stocker dans cote. Une valeur entière. Okay. Une fois qu'on a cette cote-là, n'oubliez pas qu'à la fin, on veut faire un total de toutes les cotes. Étant donné qu'on va rentrer toutes les cotes dans cette variable-là, chaque cote va écraser l'ancienne valeur de cote. Du coup, il faut stocker les cotes des élèves dans total. On va dire que total, on va pas faire comme ça. Total, ah oui, on peut faire comme ça au début. Total vaut la cote, la première cote qu'on a mise. Ok. Imaginez on rentre 10, ben dans total il y aura 10. D'accord. Maintenant, on veut rentrer la deuxième cote. Là, on reprend scanf, on prend le bazar. On va pas mettre que total est égal à la cote parce qu'il va écraser l'ancienne valeur qu'il y a dans total. Du coup, on va mettre que total est égal à la valeur qui est déjà dans total plus la cote. Comme ça, la valeur va grandir. On va faire le petit raccourci plus égal qui équivaut à total est égal à total plus cote. Parce que si c'est un petit raccourci qu'il faut utiliser, ça c'est bien pratique. Et on va répéter cette opération-là pour les 5 cotes. Cote numéro 3, cote numéro 4 et cote numéro 5. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut? C'est afficher la moyenne. Alors la moyenne, c'est quoi? On va afficher moyenne des cotes. J'ai décidé de l'afficher en float, avec une précision de 3 chiffres après la virgule. Voilà. Alors, comment on fait une moyenne? On prend le total et on le divise par le nombre de cotes. Total des cotes divisé par le nombre de cotes. Donc on prend le total et on le divise par quoi? Notre petite constante qui contient le nombre de nos cotes. On peut aussi mettre 5 comme ça, il n'y a aucun souci. Mais nous, on va faire avec notre constante à nous. Nombre de cotes. Ok. Sauf que là, c'est comme tout à l'heure, on divise deux entiers entre eux, du coup il n'y aura pas de virgule. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va caster l'une des deux opérandes pour pouvoir obtenir une valeur à virgule. J'ai décidé de caster la constante. Ok. Ça ne change pas la valeur. Hein. D'ailleurs, on ne peut pas changer la valeur d'une constante. Ça va juste temporairement interpréter la valeur qui est dans n-cote en flottant pour permettre une division flottante. Alors oui, on peut faire des opérations dans un printf qui va être affiché. Ok. Voilà. Donc en faisant ça, normalement, si je n'ai pas fait d'erreur, ça devrait être correct. Alors ici, on a juste mis le égal, parce qu'à la base, il y avait 0, il n'y avait rien à écraser. Du coup, on pouvait mettre code directement. Mais après, il fallait faire le plus égal pour éviter d'écraser l'ancienne valeur. D'accord. Hop. Ça compile bien. Hop.
entrez la cote numéro 1, 10 sur 20. Cote numéro 2, 4 sur 20. Cote numéro 3, 15 sur 20. Cote numéro 4, on va encore faire 10 sur 20. Cote numéro 5, 0 sur 20. La moyenne des cotes est de 7,8. Parfait, ça fonctionne. On peut essayer de faire le calcul. 10 plus 4, ça fait 14, plus 15, ça fait 29. 39 plus 10 plus 0. Donc 29 coupé en 5. 29 coupé en 5, ça devrait faire ça. Du coup, 5 fois 7,8. 29 coupé en 5. Non, c'est pas 29, c'est 39 coupé en 5. Ça devrait faire 7,8. Du coup, 7,8 fois 5 devrait faire 39. J'ai pas de calculette à côté. Attends, je vais vite fait prendre une petite calculette. Ouais, ça marche. 7,8 fois 5, ça fait 39, parfait. Hop, faites pas attention à ce petit logiciel là. Du coup, notre programme fonctionne bien. Donc ça, c'était la correction du premier programme. Bien. Deuxième exercice, c'est entrer une lettre. Je ne vais pas le lire, je vais vous le donner comme ça. Je prépare à côté, je vais le copier-coller. Hop. Entrer une lettre minuscule au clavier et en afficher la majuscule. Alors ça, je vous demande d'aller voir la table ASCII. Et je vous avais dit tout à l'heure que les valeurs des caractères se suivaient. C'était une table et genre, il y a un caractère à l'indice 0, un caractère à l'indice 1, et chaque caractère valait cette valeur-là. Par exemple, A valait 65, A majuscule valait 65, B majuscule valait 66. Et donc ici, on doit entrer une lettre minuscule et l'afficher en majuscule. Et regardez, faites le lien entre les majuscules et les minuscules dans la table ASCII. Je vous laisse faire le calcul, moi je passe directement à la solution. Ok. Alors, on va entrer un caractère, on va appeler de type unsigned char, on va l'appeler C. On va pas l'initialiser. On va entrer au clavier un caractère, du coup c'est %C. Hop, voici. Avec le et commercial, il faut jamais l'oublier celui-là. Ok. Donc ça, n'oubliez pas, ça veut dire on entre une valeur au clavier de type char, même non, de type caractère ici, c'est vraiment un caractère que vous allez mettre dans la variable C, à l'indice, à l'adresse de la variable C. Okay. Alors, maintenant si vous l'affichez tel quel, hop, donc là on va entrer un caractère, par exemple minuscule R, il va m'afficher R, mais on le veut en majuscule. Et bien dans la table ASCII, les majuscules se trouvent avant les caractères. Et notamment, un caractère majuscule est 32 places avant ce caractère-ci en minuscule. Donc en gros, pour obtenir la majuscule d'un caractère en minuscule, il faut se déplacer de 32 places. Du coup, rajouter 32 à la valeur de la variable. Du coup, si on veut afficher sa lettre majuscule, vu que les minuscules sont après les majuscules de la table ASCII, de 32 places, eh bien, on va enlever 32 à la valeur du caractère. Et il devrait normalement tomber sur la majuscule. On va prendre S, et ça m'affiche bien le S majuscule. Allez voir la table ASCII, il faut voir la table ASCII si on veut réussir l'exercice. Donc là, c'est juste 3 malheureuses lignes. Mais c'est juste pour une petite intro à la table ASCII. Ok, je commence à avoir mal à la gorge. Ensuite, alors celui-ci, c'est si vous êtes passionné de sciences, de calcul de maths. J'avais vraiment envie de le faire. Voilà. Alors, ici, c'est plus chaud. C'est plus chaud, mais c'est pour les barbares, ça. Alors, de combien de secondes Jackie, qui se trouve sur Jupiter, sera décalé par rapport à Michel, qui se trouve au beau milieu de l'espace après un an? Ok, donc là, qu'est-ce que je vous demande? Je vais vous demander de calculer le temps, le décalage de temps qui se trouve, oula, je ne sais plus parler. Je vais vous demander le décalage de temps entre Jackie et Michel, avec une superbe référence, grâce à une petite formule de physique que j'aime beaucoup. Ok, en gros, je vais vous demander de calculer, justement c'est dans l'énoncé, je suis un peu con, je commence à fatiguer moi. Du coup, de combien de secondes Jackie, qui se trouve sur Jupiter, sera décalé par rapport à Michel, qui se trouve au beau milieu de l'espace après un an. En gros, on va calculer la dilatation du temps entre deux points, ok, entre deux personnes ici, grâce à une formule.
En gros, je vous donne TF. Le temps final, c'est quoi? C'est 1 an. Et vous allez me le mettre en secondes. Donc TF, c'est quoi? C'est le temps final. C'est 1 an. Fois la racine carrée, c'est SQRT, ça je vais vous montrer juste après comment la faire. De 1 moins 2 fois une constante gravitationnelle que je vous donne ici. Constante gravitationnelle G. C'est des variables, hein, tout ça. Fois la masse de Jupiter, que je vous donne ici aussi. Divisé par le rayon de Jupiter, que je vous donne. Fois la vitesse de la lumière, que je vous donne au carré. Et tout ce calcul-là, vous mettez dans une variable qui s'appelle T0. Et il faut calculer la variation de temps entre les deux points. En un an, en un an perçu par Michel, Jackie aura perçu une autre unité de temps, en fait. Une autre valeur de temps. Ça, avec la relativité générale d'Einstein. Mais bon, ça c'est vraiment pour ceux qui aiment bien ça. Si vous ne comprenez pas déjà ce bazar-là, autant ne pas le faire. Bon, c'est juste un exercice supplémentaire, j'avais envie de faire. J'ai mal à expliquer d'ailleurs. Et je veux que vous mettez ces constantes-là en notation scientifique. Vous vous souvenez avec le E, enfin 10, E-1 par exemple, des trucs comme ça, comme tout à l'heure. Les constantes littérales en E3 par exemple, qui veut dire 3 fois 10 exposant E. Voilà, des trucs comme ça. Et utiliser une précision maximale pour afficher le nombre. Et la réponse à laquelle vous devez aboutir est celle-ci. Ok. J'ai pas envie de réfléchir pour le faire, parce que c'est trop long. Du coup, j'ai ici. On va passer directement à la correction. Ok. En gros, c'est une simple application de formule. C'est ceci. Et pour faire la racine carrée d'un nombre, vous devez inclure un nouveau fichier dans tête, math.h. Et dans math.h, vous avez une fonction un peu comme printf, sauf que c'est sqrt. Ça veut dire racine carrée de, et ce qui est entre parenthèses va faire la racine carrée. Okay. Alors, sqrt de 4, ça vaudra 2. Parce que racine carrée de 4, c'est 2. Okay. Et vous utilisez ça comme ceci, dans une formule. Okay. En gros, ça va faire travailler les constantes beaucoup. On va calculer la différence de temps entre Jupiter et entre Jackie et Michel, qui se trouvent à deux endroits différents. Ok. Du coup, ce qu'on veut déjà, c'est calculer T0 et ensuite calculer le décalage entre les deux. On va prendre, vu qu'on veut une précision maximale, un double. C'est la plus grande précision qu'on peut avoir à virgule. On veut T0, deux variables, et dec, qui veut dire décalage. Okay, on va les initialiser à 0.0 pour que ce soit bien propre, pour éviter qu'il y ait une valeur bizarre qui traîne en mémoire dedans. Ensuite, il y a plusieurs constantes. On voit qu'il y a TF. On va essayer d'interpréter tout ça en tant que constante. Vous pouvez le mettre en variable, ça marcherait aussi. Histoire de bien faire les choses proprement, on va l'interpréter en tant que constante. Alors, TF, du coup, le temps final, je le disais dans l'énoncé, c'était 1 an. On va essayer de l'interpréter en secondes. Alors, on va créer une constante double. On n'est même pas obligé de la mettre en double, mais bon, là j'ai envie de tout faire en double. On va appeler TF, qui va valoir combien? Comment est-ce qu'on va interpréter 1 an en secondes? C'est 365 jours, 1 an, fois 24 heures, fois 3600 secondes, parce qu'il y a 3600 secondes dans 24 heures. Donc c'est ça notre calcul. 365 fois 24 fois 3600. Ça, c'est les secondes au bout d'un an. Ok, il y a une constante gravitationnelle G que je vous donne juste au-dessus. C'est 6.67 fois 10 exposant moins 11. Et je vous demandais d'utiliser une notation scientifique. Donc c'est 6.67 fois 10 exposant moins 11. Du coup, ça se note comme ça. Voilà, fois 10 exposant moins 11. Le 10 est implicite, caractérisé par le E. Par contre, j'ai oublié de déclarer le type. Et ça, c'est grave. Voilà, const double. Hop, on a la masse de Jupiter. Const double M, qui va valoir, que je mets juste ici dans l'énoncé, hein, ça vous les avez, 1.898 fois 10 exposant 27. Du coup, c'est fois 10 exposant 27. En notation scientifique, ça donne ça. Ensuite, vous avez... ouais, c'était bien ça. Vous avez le rayon de Jupiter, que je vous donne encore, qui est juste au-dessus. C'est 6, 9, 9, 11, 11
fois 10 exposant 3. Oups, non, c'est pas fois, c'est E exposant 3. Hop, et j'ai encore oublié de mettre la déclaration du type. Voilà. Ok. Ensuite, vous avez la vitesse de la lumière. Const double C qui vaut 3 fois 10 exposant 8. Voilà. Donc là, on a toute notre petite constante. Il ne reste plus qu'à faire le calcul. En gros, T0, il vaut quoi? Il vaut TF fois la racine carrée qui est définie dans math.h. Il faut vraiment le mettre celui-là. De 1 moins. La formule c'était 2 fois G fois M. Vous recopiez la formule. Divisé. Ici, il n'y a pas besoin de faire de cast vu que tout est déjà en double, soit en flottant sur 8 octets. Au rayon fois le carré de C. Mais comment on fait le carré de C? Ben, C au carré, c'est C fois C. Il y a une fonction encore dans math.h qui permet de faire la puissance d'un nombre, mais ici c'est tellement simpliste qu'on peut juste faire C fois C. Ok. Point virgule, parce qu'il faut terminer une instruction avec un point virgule. Bien. Donc là, on obtient le nombre de secondes que perçoit Jackie sur Jupiter en un an, au bout d'un an, perçu par Michel. Mais ce qu'on veut, c'est la variation de deux, c'est le décalage. Du coup, le décalage, c'est quoi? C'est une variation. Une variation, c'est quoi? Bon, on prend la variation de temps. On prend le temps final et on le soustrait avec le temps initial. Le temps... on soustrait les deux temps. TF moins T0. Et normalement, on devrait obtenir notre décalage. On va afficher notre décalage avec une précision maximale, c'est-à-dire de 16 chiffres après la virgule. Hop là. Et c'est un double, du coup c'est LF. Voilà. Et on affiche notre décalage. On peut aussi afficher le nombre de secondes que perçoit Jackie au bout d'un an pour Michel. Hop, pour 100.16. Mais vu que ça va être un nom très grand, il n'y a pas besoin de virgule. On va juste mettre %LF, de toute façon en flotte. Hop. Et un autre caractère aussi affichable, c'est \t. C'est une tabulation. En gros, c'est par exemple ceci. Hop, non. Ceci, tabulation, tabulation, tabulation. Voilà. C'est un caractère invisible, un peu comme le \n. Ok. Donc là, on va afficher d'abord le temps perçu par Jackie et puis le décalage entre les deux. En secondes, évidemment. Hop là, voilà. Ça compile bien, il n'y a aucune erreur. Et là, on voit que les secondes perçues par Jackie, c'est ceci. 3, c'est à peine plus que Michel si on transforme. D'ailleurs, on va transformer en un an combien de secondes ça fait. Donc, on faisait 365 jours fois, soit 24 fois 3600. Ça, c'est le nombre de secondes que Michel perçoit en un an. C'est pile un an. Et Jackie, au bout d'un an, vu à cause de la relativité générale, il va percevoir un petit peu moins. Oui, un petit peu moins. Soit une seconde de moins, ce qui n'est pas énorme. Et justement, c'est la variation. La variation, c'était quoi? 0.63, etc., etc. Donc, en gros, ce que ça nous dit, hop, je réexécute le bazar, ce que ça nous dit, c'est que Jackie, au bout d'un an pour Michel, a passé, il y a une différence de 0.63 secondes entre Jackie et Michel. À cause de la relativité générale. C'est très intéressant, je vous conseille d'aller regarder ce que c'est. Mais bon, ça c'était vraiment pour ceux qui avaient un peu la tête dans les étoiles, un peu comme moi. C'est juste pour revoir un petit peu les constantes et vous montrer un peu SQRT aussi. Ok, et bien c'est la fin des exercices. Je regardais, j'ai eu peur que le truc se soit coupé, mais non. Alors cet exercice-là, on le comprend pas, mais bon. De toute façon, il n'y a rien de compliqué niveau langage, hein. C'était vraiment juste pour déclarer les constantes. C'est juste pour travailler ça, la notation scientifique. Ok. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo aussi sur les variables. J'espère ne rien avoir oublié. Il y a juste un tout dernier petit truc dans le formatage. Si vous voulez afficher un nombre, imaginez, je vais effacer cette merde là. Hop. Si vous voulez afficher un nombre proprement, imaginez int r égale 7.
pouvez afficher comme ceci en mettant un petit 5 devant. Imaginons un 5 et ça vous donne un petit... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, voilà. Ah, ça vous donne un espace de 5 caractères entre le nombre que vous voulez afficher. C'est juste ça. Pourcent 5 et puis votre formatage. Et ça vous donne un espace de 5. Pourcent 56, ça vous donne un espace de 56. Voilà. 56 espaces. Ok, parfait. Et bien voilà, on a terminé les gars. Pour le langage... pas pour le langage C, mais pour les bases des bases en langage C. Prochain épisode, je ne sais pas ce qu'on va voir. Les conditions et les boucles, bah oui, il faut y passer, hein, c'est quand même le plus important en informatique. Et puis après, on passera à des trucs beaucoup plus intéressants. Et bien voilà les gens, j'espère que vous avez apprécié, que je vous aurai appris des trucs, et on se retrouve la prochaine fois. Moi je coupe le truc, elle doit faire 3h30 la vidéo. Allez, tchuss!